Envie de vous dire bonjour et bienvenue dans ces plateaux spéciaux Tel qu'Eco Business, dans sa nouvelle configuration pour parler des questions, vous le savez, d'économie comme à l'accoutumée. 2020, c'était une année faite de Covid qui a entraîné des crises multiformes, notamment dans le secteur économique, où chaque État répond déjà à de nouveaux paradigmes. Je crois que c'est le cas de la République démocratique du Congo, mais à cet instant, les scientifiques se mettent pour réfléchir comment aller sur des nouvelles bases. Et pour en parler, justement, on reçoit en ce jour un économiste qui est un habitué de ces plateaux, professeur d'université, mais également un consultant au niveau international, mais également qui a travaillé pour le gouvernement en tant qu'expert. Alexandre Choué, c'est le nom de notre invité avec qui on va faire, en tout cas un regard rétrospectif, mais également des perspectives de la situation économique congolaise. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir justement de ce marasme et redonner des nouvelles bases, sinon de bases solides et meilleures à l'économie nationale. Alexandre Choué, bienvenue. Merci. Et je tiens à signaler que, comme d'habitude, aujourd'hui, on a un invité spécial. On va co-présenter cette émission avec Floride Zantoto, qui n'est plus à présenter, un journaliste congolais. Bonjour Floride. Bonjour, merci. Alors, je crois que je vais vous laisser prendre la main pour la première fois, mais je préfère poser le jalon de cette question générale. Alexandre Choué, 2020, c'était une année, comme je l'ai dit, à l'entame faite de Covid, qui a entraîné de crises, notamment sur le secteur économique. Mais en tant qu'économiste, quel est le regard que vous jetez sur la situation de la République démocratique du Congo, dans la mesure où l'impression que beaucoup de gens ont est qu'on n'a pas vraiment subi le choc de cette pandémie de Covid-19, alors que les grandes puissances et les grandes économies en ont payé le frais? Nous étions déjà malades. Et donc, c'est un élément qui n'a fait que renforcer notre état de maladie. Quand quelqu'un s'habitue à la maladie, à une situation de misère, c'est tout à fait normal que quand une misère additionnelle s'ajoute, qu'on puisse la trouver normale. Mais il y a eu effectivement des effets nocifs sur l'économie et sur le niveau de vie de la population. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Mais bien sûr, on ne peut pas mettre sur le dos de la Covid-19 l'ensemble des problèmes que nous avons sur le plan économique, même sur le plan de la gouvernance, parce que nous avons des sérieux problèmes structurels qui, durant des années, ont fait que notre économie ne puisse pas tourner convenablement, alors que le potentiel qui est le nôtre est assez énorme. Nous avons fini l'année 2020 avec une croissance négative, selon ces estimations, alors qu'il y a certains pays d'Afrique qui ont fini l'année avec des taux de croissance positifs. Et ces pays n'ont pas le même potentiel de développement que la RDC. Comme vous dire que si nous avions un modèle économique autre, et si nous avions aussi un mode de gouvernance différent, avec une plus grande transparence dans la gestion de la chose publique, je pense qu'on aurait pu avoir d'autres résultats. Mais fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc c'est là pour montrer que nous avons des problèmes majeurs qu'il faut résoudre, et les problèmes conjoncturels arrivent juste pour nous enfoncer davantage, mais il nous faut prendre vraiment le temps de sortir de nous-mêmes pour regarder en face nos problèmes et y chercher des réponses idoines. C'est ce qu'il faut faire actuellement. Et je pense que c'est ce que devrait faire le gouvernement de la République. On devrait un peu sortir du terrain purement politique pour aller vers le terrain de l'action pour répondre aux attentes de la population. C'est d'ailleurs la question que j'allais poser. Est-ce que ce n'est pas imputable, cette croissance négative, au contexte politique assez tendu? Le contexte politique joue également parce que l'économie s'inscrit dans un contexte pays. La situation politique, la situation institutionnelle, la situation sécuritaire, le contexte social et même environnemental, tous ces éléments jouent et conditionnent le succès ou le progrès de l'économie. Et il y a un adage qui dit « Fais-moi de la bonne politique, je te ferai de la bonne économie ». Comme pour dire qu'il nous faudrait régler nos problèmes politiques, de gouvernance, mettre en place des institutions fortes avec des lois qui sont au-dessus de tous et que l'on puisse faire preuve de bonne gouvernance, c'est-à-dire savoir concevoir des politiques en fonction des problèmes rencontrés, arriver à implémenter les mesures telles que conçues et faire un bon suivi, une très bonne évaluation. Et quand il y a un malaise, qu'on ajuste le tir. Si les mesures sont mauvaises, on les corrige. Et si ce sont les acteurs qui sont incompétents, on prend le courage de les faire partir pour l'intérêt de la population. Ne regardons pas les intérêts des partis politiques ou les visages des gens, mais regardons d'abord ce que les gens peuvent réellement donner au pays. Parce que c'est une question de la RDC. La gestion de l'État est parfois une affaire de politique. Ça, c'est une certitude. Je pense que c'est plus une affaire d'homme d'État que de politique. Parce que certains sont plus politiques, c'est-à-dire ils racontent des histoires à dormir debout, alors que nous avons besoin des hommes d'État, des gens qui pensent réellement au devenir de la population. Parce que c'est par le peuple qu'on a le mandat. Mais comment pouvez-vous obtenir le mandat du peuple et ne pas lui donner satisfaction? Et après, vous revenez encore pour demander un suffrage? Non, c'est pas correct. Alors, Alexandre, je vais vous prendre au mot par rapport à votre première réaction argumentaire. Vous avez fait partie du gouvernement. On va prendre la période 2012-2016.
période pendant laquelle Matata Ponyo était Premier ministre, et vous avez fait partie également de son cabinet, je veux dire. Alors, puisque vous avez parlé du modèle économique de gouvernance, quel a été le modèle économique de gouvernance que Matata Ponyo a imprimé sous son règne? Ok, merci. Vous voyez, les questions économiques sont de divers ordres. Il y a des questions d'ordre macroéconomique, il y a des questions sectorielles. Et il faut savoir bien les gérer pour arriver à avancer. J'ai été d'abord à la primature sous le Premier ministre Adolphe Muzito. Et quand le Premier ministre Matata était ministre des Finances, nous avons travaillé ensemble à l'époque. Et c'est dans cette équipe-là que nous avons pu faire avancer le dossier relatif au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et donc, c'est à ce moment qu'on a pu atteindre. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à cela? Il y avait des critères à satisfaire. Le pays a raté à 2 reprises l'atteinte du point d'achèvement parce que certains critères n'ont pas été respectés, faute des questions de la gestion monétaire. Il y a eu un non-respect des engagements pris dans le cadre du programme avec les partenaires. Et c'est au niveau de la Banque centrale que ça posait problème. Ce qui fait que lorsque Matata Ponyo est devenu Premier ministre, il a imposé à la Banque centrale certaines normes en matière de gestion. Déficit de fonctionnement 0. Et la Banque centrale n'avait plus le droit d'activer d'elle-même le compte général du Trésor, alors qu'autrefois ça se faisait. Donc ce sont des mesures qui ont été prises pour restreindre un peu les marges de manœuvre des acteurs à ce niveau-là, parce que c'était l'élément qui avait fait que l'on puisse rater à 2 reprises l'atteinte du point d'achèvement. Au niveau du ministère des Finances, il a été institué la troïka politique. Les politiques monétaires, budgétaires et fiscales marchent de pair. Si l'une n'est pas bien définie et mal mise en œuvre, elle peut contrer l'autre et vice-versa. D'où la notion de mix policy. Donc on doit faire un effort pour coordonner les politiques. Et à cet effet, il a été institué la troïka politique au niveau du ministère des Finances pour que le ministre des Finances, le ministre du Budget et le président de la Banque centrale se retrouvent chaque semaine pour essayer de voir un peu comment est-ce que ces politiques sont menées. Donc ce sont des éléments qui ont permis aussi d'avoir un certain succès sur le plan macroéconomique. Au niveau de la primature, Matata Ponyo a institué ce qu'on appelle la troïka stratégique, où le Premier ministre se retrouve avec certains acteurs importants, ministre du Plan, gouverneur de la Banque centrale, ministre des Finances et Budget, et même économie, pour parler des questions économiques. Comme ça, avec un suivi rapproché, on sait voir s'il y a un problème, comment agir rapidement et avancer. Et il y avait donc des mesures corrigées qui étaient prises. Donc il y a un style de travail qui a été imprimé. Et autre chose encore, bon, moi j'ai vu 4 premiers ministres, et donc il y avait aussi un management différent. C'est-à-dire que on arrive à l'heure au travail pour travailler, pas pour être au lieu de travail. C'est très important. Donc, la méthode de travail, c'est un élément qui justifie les résultats. Donc, déjà à ce niveau-là, il y a... Alors, dans un pays, finalement, qui imprime ou qui donne l'impulsion dans un modèle économique de gouvernance? Il s'agit du président de la République ou il s'agit des prérogatives du Premier ministre? C'est le président qui est le chef de l'État. On ne peut pas faire de la confiance à ce sujet. C'est le président qui est le chef de l'État. Et le Premier ministre exerce ce qu'on appelle un leadership exécutoire. Il faudra que la vision parte du président et le Premier ministre fait un relais pour exécuter. Et donc, les deux doivent travailler en intelligence, mais le président est à un niveau supérieur. Alors, au niveau de la période qui nous a concerné en 2012-2016, il y a eu certaines initiatives qui ont été lancées. Parce qu'en fait, on ne peut pas transformer une économie en 1 année, 2 années, 3 années. Non, même l'économie chinoise que l'on considère aujourd'hui comme étant une des meilleures. Des initiatives, vous parlez? Oui, des projets qui sont venus, des initiatives qui ont été portées par le Premier ministre. Qui ont été portés par le gouvernement et des fois sous le leadership du Premier ministre. Parce qu'en fait, le Premier ministre a une responsabilité. Quand le Premier ministre n'est pas là pour recevoir juste des avantages, c'est là où je poser la question. Quand est-ce que le Premier ministre exerce sa liberté d'agir et de décider? S'il est à tout moment subordonné à cette exigence ou encore au pouvoir décisionnel du chef de l'État? Bon, tout dépend du système dans lequel vous vous trouvez. Il y a des régimes semi-présidentiels, des régimes présidentiels. Et dans le cas d'espèce, ce ne sont pas un régime présidentiel. Donc, le président et le Premier ministre doivent travailler en intelligence pour que l'on ait des résultats. Ça, c'est un élément. Mais il faut que le Premier ministre soit fort, c'est-à-dire capable d'imprimer une certaine dynamique de changement dans son action et amener ses collaborateurs, qui sont les ministres, à travailler. Mais lorsque le Premier ministre n'a pas la capacité de comprendre ce que font les ministres sectoriels, comment est-ce qu'il peut les booster à aller d'avant? Ou lorsque le Premier ministre accepte tout ce qui se passe, même quand il y a des erreurs, il applaudit. Là, il y a un problème. Le Premier ministre doit être là pour veiller à ce que chaque ministre puisse faire son travail. Et quand ça ne marche pas, il faut évaluer et dire non, monsieur le ministre, ça ne va pas. Et ça ne va pas, il faut faire rapport au président, trouver une solution. Soit on limoge ce ministre, mais pourvu que l'on puisse faire avancer les choses. C'est ce qu'il faut faire. Alors, tout à l'heure, je dis ceci, il faut avoir un autre modèle économique. Mais c'est une transformation majeure qui doit se faire dans la durée. La Chine, pour devenir ce qu'elle est devenue, est passée par plusieurs transformations. Ils ont eu des projets structurants.
Moi, j'ai été envoyé par le pays en Chine pendant 28 jours pour étudier leur modèle de développement. Mais ils sont passés par plusieurs stratégies. Ils ont commencé en 78 avec 4 grands piliers, parmi lesquels il y avait le pilier aussi capital humain, le pilier de transformation de l'économie, il y avait les questions de gouvernance. Toutes ces questions étaient prises en charge pour transformer. Ils ont commencé avec des projets structurants. Il y avait des parcs agro-industriels, il y avait des parcs industriels, des parcs scientifiques et technologiques. Ce sont les 3 grands éléments de la stratégie. Ils ont commencé par répondre au problème du ventre. Une fois qu'on a réglé plus ou moins cette question du ventre, on est passé à la question de l'industrie, parce que l'industrie, c'est la capacité qu'on a de transformer les produits de la nature pour répondre mieux aux intérêts de la personne. Et ensuite, pour conquérir le monde, il faut avoir le savoir, d'où les parcs scientifiques et technologiques. Et aujourd'hui, la Chine est à la pointe de la technologie. C'est ce qui fait sa force. Les Américains qui étaient les premiers ont peur de la Chine à cause de ses avancées. Et la Chine, pour votre information, avait en 1984 pratiquement la même situation que nous. Comme pour dire que si nous mettons en place un modèle autre de gestion, plus de sérieux de ce que nous faisons, on peut faire un bond important, mais tout dépend de la façon de procéder. Alors, je voudrais avoir votre regard critique aujourd'hui sur la mode de gouvernance économique sous Félix Tshisekedi. Quel est votre regard critique en 2 ans? Oui, effectivement, il faut dire que d'abord, il a hérité d'une situation difficile parce que la corruption est devenue un mode de vie en RDC. La légèreté. Également, mais pourtant, oui, ils sont des sorties. Oui, justement, il faut qu'il se batte à ce niveau-là. Parce que avant Matata, il y avait un Premier ministre, et avant celui-là, il y avait... Mais c'est quoi le problème? C'est qu'il faut que l'on ait la capacité de dire non, là, il faut dire non. Imprimer de la rigueur, là, il faut imprimer de la rigueur. Sans discipline, on ne peut rien faire dans la vie. Répondez à ma question. Et donc, je disais ceci, il a trouvé une situation difficile, mais il aurait dû apporter certains changements qu'il n'a pas pu apporter directement. Par exemple? Non, mais je donne un exemple. Nous qui connaissons peut-être l'organisation et le fonctionnement de la machine de l'État, nous savons que c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Et donc, le cabinet du chef de l'État ne peut pas s'impliquer dans les questions de gestion financière. Ça va. Mais on a remarqué ici, il y a eu des problèmes avec le directeur de cabinet. Vous parlez du début de son début. mandat. Oui. De la faire 100 jours. Oui, Ok. 100 jours. Il y a eu beaucoup de ratés à ce niveau-là parce que le cabinet du chef de l'État a été impliqué dans la gestion alors qu'ils ne peuvent pas. La preuve est qu'à un moment donné, il y a un député qui aurait écrit au directeur de cabinet du chef de l'État pour donner des comptes, mais il a dit qu'il ne peut pas. C'est une grave erreur de gouvernance. Oui, c'est une erreur. Ils ne peuvent pas. À la limite, ils devaient voir comment travailler avec le gouvernement, qui est même démissionnaire, voir un peu. Et le président Kabila avait signé la loi des finances 2019. Ils ont hérité de Kabila, et bien ils allaient continuer avec cette loi. Et s'il fallait apporter des rectifications, il fallait normalement tenir compte de la procédure, ce qui n'a pas été le cas. Parce que la loi prévoit ces mécanismes. C'est vrai qu'il y avait un Parlement qui sortait, mais il fallait chercher une solution qui, plus ou moins, serait aussi conforme ou respectable par rapport aux règles de droit. C'est à ce niveau que ça a dérangé. Et moi, je pense c'est une question de priorité. Bon, oui, on a eu les sautes de moutons, tout ça dans la ville. Est-ce que c'était une priorité? On peut se poser cette question-là. Mais personnellement, moi, je trouve que ce n'est pas une priorité. C'est vrai qu'on a ça, mais je ne pense pas. Donc, c'est vous dire aussi qu'il y a eu des problèmes de choix qui ont posé problème. On a mis beaucoup de temps pour avoir un gouvernement. Et on nous a fait croire que, bon, on nous a dit qu'on a pris le temps d'examiner les CV des ministres, tout ça. Mais excusez-moi, mais je pense que la sélection n'a pas été très bonne. Ça, c'est mon point de vue. Le casting ne vous a pas plu? Ça a Les dérangé. profils des membres du gouvernement, vous l'avez dit. Plusieurs profils ont posé problème. La taille de l'équipe gouvernementale. Avant que le gouvernement sorte, j'étais invité sur une chaîne ici, au JT, et on m'a demandé, j'ai dit non, pour moi, il faut éviter d'avoir un gouvernement à taille éléphantesque. Pourquoi? Parce que le pays n'a pas assez de moyens, mais les défis sont multiples. Avoir un gouvernement avec plusieurs ministres, ça va peser sur les finances du pays pour rien. Un Premier ministre avec 5 vice-premiers ministres, autant de ministres d'État, des ministres délégués. Mais pourquoi? Pour quelle efficacité? Pourquoi même, pour avoir l'ordonnance qui fixe l'attribution du gouvernement au débat du gouvernement, ça a pris 6 mois. Et donc, il y a eu des conflits de compétences entre ministres pendant près de 6 mois. Mais comment voulez-vous réussir dans une équipe où le numéro 9, le numéro 10, le numéro 11 jouent au même endroit? C'est un problème. Quelqu'un d'autre vous dira que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ces problèmes-là est dupliqué, même quand vous allez à l'administration publique. Il y a des effectifs exorbitants. Mais il faut corriger. Le problème, c'est... Pourquoi ne pas commencer à la base? Non, mais commençons par là où on peut agir facilement. La taille du gouvernement, c'est une chose qui est facilement manipulable par les décideurs en dernier ressort. Pour l'administration, il y a des éléments de procédure et il y a toute une réforme à opérer parce que quelqu'un qui a été fonctionnaire pendant longtemps, pour sa sortie, il y a toute une procédure. Donc là, ça demande plus. Mais je suis de ceux qui pensent que l'action du gouvernement
celui qui va être mis en place, doit beaucoup tourner sur l'amélioration de la qualité des acteurs au niveau de la fonction publique, également de l'organisation même. Donc, il y a des problèmes. Mais au-delà de cela, il faut noter aussi que certains choix stratégiques auraient dû être opérés, certaines mesures fortes auraient dû être prises, mais n'ont pas été prises. Et il faut sanctionner. C'est très important. C'est lorsque la sanction est visible que les gens se comportent bien. Et il faut arriver à cela. Donc, je pense que les 2 années ici n'ont pas été très rélusantes parce que les résultats parlent. On avait en 2018 une croissance de 5,8%. En 2019, la croissance est tombée à 4,3% ou 4,6% selon certains chiffres. Et en 2020, on est à une croissance négative. Donc, on voit que la tendance est à la baisse. Et quand vous regardez l'évolution des prix, c'est le mouvement contraire. Une hausse au niveau général des prix, c'est donc l'inflation. La monnaie a fortement perdu sa valeur. Et donc, tout ça, ça montre qu'il y a eu perte de pouvoir d'achat. Je ne vais pas vous dire la même chose. C'est vrai que cette chute ou cette inflation au niveau monétaire a été connue il y a cela une année, mais aujourd'hui, il serait juste quand même d'avoir maîtrisé l'inflation. Cher ami, il y a eu une certaine stabilité. Cher ami, le concept de stabilité, il faut savoir le comprendre et le circonscrire. Une personne qui vous dit que j'ai jeûné alors qu'il n'avait pas à manger, est-ce que son jeûne a un contenu? Jeûner, c'est se priver de ce qu'on a pour pouvoir prier le Seigneur. Ça va? Donc j'ai à manger, mais je décide de ne pas manger pour jeûner ou prier le Seigneur. Ça, c'est un jeûne. Mais parce que j'ai pas de nourriture, je dis bon, je vais jeûner. Non. C'est pour dire quoi? C'est qu'il faudrait que la stabilité soit réalisée au moment où l'État arrive à fonctionner correctement. On paye régulièrement les salaires. Et vous voulez dire que c'est une stabilité fictive qui n'existe pas? Elle est fictive parce que... Mais quels sont les éléments d'appui? Mais cher ami, vous avez vu les 11 députés provinciaux, n'est-ce pas, se plaindre parce que... Pardon, avoir fait une plainte parce qu'ils ont 11 mois d'arriérés de salaire. Il y a des fonctionnaires qui se sont plaints tout récemment ici, n'est-ce pas, je crois, au niveau des ministères de Finances et Budget, parce qu'ils n'ont pas été payés pendant quelques mois. Mais dans ce cas, la stabilité suppose quoi? Quand on parle dans un pays comme la RDC, stabilité, ça suppose quoi? L'État fonctionne normalement, mais les principes... Il répond à ses devoirs régaliens. Oui, il répond à ses devoirs et on veille aux équilibres des finances publiques, à la quantité des instruments de paiement que la Banque centrale met en circulation et au fonctionnement normal du système financier et à la position extérieure. Là, on dit qu'il y a stabilité. Mais lorsque les éléments de la chaîne posent problème, c'est que la stabilité est obtenue à quel prix? On empêche les gens de manger et on dit que ça stabilise. Parce que quand les gens ne consomment pas, la demande semble... Mais il y a un sacrifice. Imaginez, M. Zantoto, vous avez à votre enfant... Mais dans ce cas, on va en vouloir qui lorsque nous sommes dans une période où la crise sanitaire secoue tout le monde? C'était d'ailleurs la question du départ. J'ai fait remarquer que certains pays africains ont fini l'année 2020 avec un taux de croissance positif. Mais ils n'ont pas le potentiel que nous avons. Je prends un exemple simple. La Guinée-Conakry a fini l'année avec un taux de croissance de 2,9%. Ils n'ont que l'or et la bauxite comme ressources minières. Mais nous, qu'est-ce qu'on n'a pas comme ressources minières ici, en RDC? C'est un petit pays, n'est-ce pas, de près de 15 millions d'habitants. Il faut reconnaître que la Guinée n'a pas connu des fluctuations comme la RDC. Quelle fluctuation? Mélangé de contexte politique. Le contexte politique était difficile là-bas aussi. Le contexte politique était difficile là-bas. Difficile, mais pas autant compliqué, chaotique comme chez nous. Ça, non, mais chaotique parce que nous-mêmes acteurs ne sommes pas conséquents. Cher ami, il faut faire un effort. C'est une question de la République. Je ne sais pas si nous avons à bien comprendre ces choses. Ce n'est pas une affaire individuelle. Et chez nous, c'est justement pour ça. Oui, en fait, mon téléphone à moi, c'est un bien privé. Je peux le prendre, le jeter par terre, le casser. Ça ne me dérange pas parce que c'est mon bien à moi. Mais pas un bien public parce que le bien appartient à la collectivité. Mais chez nous, c'est l'inverse maintenant. Aujourd'hui, les gens font n'importe quoi avec les biens publics et disent c'est à l'État, c'est au pays. Mais non, mais justement, c'est à ce niveau qu'il va y avoir plus de crainte. Moi, j'ai une question sur la question de Zaki. On a parlé également de Zaki, de Augustin Matata Popo, notamment sur le cadre macroéconomique. Mais parmi les solutions proposées également par Augustin Matata Popo, c'était pour pouvoir sortir de cette situation, il fallait diversifier cette économie congolaise. Oui, effectivement. Vous avez bénéficié de l'intelligence de la Chine. Ils ont fait empailler, certes, mais ils ont quand même réussi. Sur quelle base, ou encore partant de cette dynamique-là, de diversifier l'économie, quelles sont les bases essentielles sur quoi Matata Popo a laissé, qui pouvait servir d'indicateur pour les autres qui sont venus après? Bon, d'abord, il y a un problème. Ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut commencer par répondre à ce problème de la faim en RDC pour pouvoir passer à autre chose. Comment pouvez-vous imaginer qu'un pays si riche que la RDC puisse connaître les plus mauvais résultats en termes d'alimentation dans le monde? Même en eau.
La RDC représente 53% des sources d'eau douce d'Afrique. Mais quand vous regardez les chiffres sur la desserte en eau, c'est alarmant. La RDC a l'un des plus grands potentiels de production d'électricité dans le monde. Mais l'accès à l'électricité pose problème. Ça, sont des choses qui sont paradoxales. Les terres arables, la capacité qu'on a de produire de la nourriture, faire l'élevage, produire ou faire la pêche, les dépôts des poissons, faire la pêche. Mais c'est énorme. Mais les Congolais meurent de faim. Vous trouvez que c'est normal? On a conscience de ça. Mais à l'époque, nous avons parlé des parcs agro-industriels. Et certains n'ont pas compris cette vision. Et certains aussi n'ont pas compris le sens du combat politique qu'il y avait derrière ça. Certains n'ont pas aussi compris le choix fait par Madame. Non, mais en fait, on ne peut pas répondre au problème de la fin de la RDC par la culture mécanique et avec l'outil rudimentaire. On est à 90 millions d'habitants. Vous croyez que c'est avec cette agriculture paysanne qui a été faite là qu'on va répondre à ces problèmes de faim? Non, il faut une agriculture modernisée. Et c'est ça l'idée des parcs agro-industriels. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'il y avait comme réflexion. On a pensé qu'il fallait commencer par les centres de développement intégrés, où on identifierait les agriculteurs dans les différents foyers, on les regroupe pour les aider à améliorer leurs activités. Certains ont jusqu'à des problèmes de management, mais la culture, elle est là, et les techniques sont là, mais un problème de management, parce que la comptabilité, la manière de gérer une gestion saine des exploitations agricoles est importante. D'autres peuvent avoir la gestion, mais ne pas avoir la culture. Dans un environnement technique, ça peut imposer. D'autres peuvent aussi manquer les deux. Donc, c'était d'avoir l'idée de regrouper les acteurs, les aider à améliorer leur productivité, leur rendement, et créer aussi un cadre qui leur permettrait de conjuguer leurs énergies et d'avoir la possibilité d'évacuer leurs produits. Et c'est ça l'idée du parc. Et certains pensent que les parcs agro-industriels, c'est le maïs. Non, c'est pas ça. Le maïs n'est qu'une culture parmi tant d'autres. Ça va? C'est ça qui a dérangé. Alors, on a parlé du parc agro-industriel de Bukavu-Lonzo. Certains ont dit, je vous dis ceci. Dans ce pays, selon les chiffres de 2019 et je crois même 2020, c'était le cas, le pays importe des aliments pour plus de 2 milliards de dollars américains. Si aujourd'hui le pays arrive à produire et remplacer cette production-là, je suppose que ceux qui font le business aujourd'hui vont perdre des milliards. Et si aujourd'hui ces gens-là ont l'occasion de combattre un tel projet, vont-ils rester bras croisés? Non. C'est ça sur la théorie des rentiers. Moi, je connais des pays où la concurrence n'a jamais été l'occasion pour pouvoir torpiller la nouveauté. Il y avait possibilité de... Mais justement, c'est vrai que je veux dire qu'on a besoin de plus d'hommes d'État que de politiciens. Parce qu'un politicien regarde son ventre, un État regarde la nation. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui prend des fonctions n'a aucun égard pour les problèmes de la société ou du peuple qu'il a fait passer au pouvoir et il commence à penser à autre chose? Ça ne marche pas. Souvent, on voit les acteurs parler au nom du peuple. Non, le peuple, il faut parler de lui et lui montrer cette loyauté, cette fidélité par des actions. C'est ce que nous attendons. S'il n'y a pas d'action, eh ben, ne parlons pas du peuple. C'est ce que moi j'attends. Permettez-moi de vous poser cette question avant de laisser la parole à Fleury. Vous soulevez l'élément de la contrainte de certains opérateurs économiques qui seraient contre l'idée de pouvoir s'engager dans une politique qui risquerait d'affaiblir leurs activités. Si on va ailleurs, c'est une question qui a toujours vécu. Vous parlez exemple de la Chine, pas pour autant qu'en Chine, les autres produits qui proviennent de la politique générale de l'État ne pouvaient pas empêcher les autres opérateurs de pouvoir œuvrer. Mais la question c'est que, est-ce que les gens ne craignaient pas également le protectionnisme de Mr. Matata Ponyo au risque de créer encore de problèmes sur le climat des affaires, sur la question des affaires pour les autres? Parce que je ne vois pas pourquoi ils auraient peur de ça, si l'homme n'est présenté par l'attitude d'un protectionniste, parfois à l'extrême. Cher ami, le protectionnisme existe partout dans le monde. Allez vous renseigner. La littérature existe dans le secteur de l'agriculture. On protège toujours. Cher ami. Oui, cette protection-là, oui. Il y a un seuil. Oui, seuil ou pas d'abord. Mais comment pouvez-vous comprendre qu'un Congolais puisse importer du poisson de la Namibie alors que notre potentiel de production de poisson est énorme et est sous-exploité? Comment vous pouvez ça? Commencez par rendre la qualité à votre poisson. La consommation. Mais là, le poisson congolais n'a pas un problème de qualité, c'est juste que des fois, on a eu à prendre des mesures contre les opérateurs. Je me rappelle à l'époque du Premier ministre Mouzito, nous avions produit une note à ce sujet. Et la note a été transmise au Premier ministre, il avait accepté ça, et on lui a fait une proposition d'une lettre adressée au président de la République par rapport à cette question. Mais après que la lettre du Premier ministre soit partie, c'est le conseil spécial, qui a réagi en premier lieu. Oh non, voilà, le Premier ministre veut créer une panique dans le chef des économistes. Non, cher ami, non, il faut qu'on soit sérieux. Comment vous pouvez comprendre ça? Nous avons un potentiel de production, mais les gens meurent de faim ici. On doit arrêter. On doit arrêter. C'est ça, en fait, ce que nous voulons.
Le président Félix a dit qu'il est là pour la rupture, le changement. Et ben, je suis d'accord avec lui. Et je lui vois cette idée-là, qu'il fasse tout pour que la production agricole, la RDC, soit le premier levier de fourniture des biens aux Congolais. Et notre production serait même d'une plus grande qualité parce qu'elle serait bio. Alors que ceux qui viennent de l'étranger, des fois, fait l'objet de transformations avec les OGM et ainsi de suite. C'est tout ce qu'on demande dans ces questions. Mais oui, il faut le faire. Et c'est pour dire qu'il y aura des combats, mais il faut se battre. Il faut se battre. Quand vous avez une bonne idée, ça va, que personne ne vienne vous dérouter. Aujourd'hui, moi, si Dieu me dit qu'il faut faire ça, il faut m'amener 1000 pasteurs, 1000 prophètes. Mais si Dieu m'avait dit de faire ça, je ne les écouterais pas. Je resterai là. Ils peuvent me donner des coups. Je résisterai. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les gens aient un idéal et qu'ils restent derrière l'idéal. J'ai suivi une fois professeur Jacques Njoli, tout récemment ici par rapport au changement politique. Il dit, mais comment est-ce que vous étiez un noyau dur du PPRD et aujourd'hui, avec le changement, vous quittez du PPRD directement à l'Union sacrée et commencez à insulter le camp dans lequel vous êtes. C'est qu'il y a un problème de sincérité. Donc, on vient de l'idéal. Parce qu'une personne qui a un idéal défend une cause. Mais là, on comprend que certains acteurs politiques ne défendent pas la cause, mais ils défendent toute leur position et ce n'est pas bien. Parce qu'on se moque du peuple. Alors, on va quand même revenir sur les différents programmes que les États nouent avec les institutions de Bretton Woods, avec le FMI, la Banque mondiale. Mais dans le cas de la République démocratique du Congo, est-ce qu'il serait idéal ou pas d'établir un programme avec la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods dans le cas de la RDC spéciale? Monsieur Santoto, je vous dis ceci. Vous êtes malade et le médecin vous fait une prescription. Il faut prendre vos comprimés matin, midi, soir. Ça va? Si vous le faites de vous-même, serait-il important d'avoir une infirmière là pour qu'elle vienne le matin voir, à midi voir et le soir? Non. Où voulez en venir? C'est pour dire que la discipline du gouvernement, des acteurs, des décideurs, est un élément qui déterminerait si oui ou non on peut entrer en programme avec les bailleurs. Mais nous avons... Mais vous êtes un analyste économique. Mais laissez-moi avancer. De 2012 à 2015-2016, nous étions à la primature. Le pays n'était pas en programme avec le Fonds monétaire. Mais nous avons réalisé une certaine stabilité, et remarquable même sur le plan du taux de change et des prix intérieurs. Et le taux de croissance a eu à grimper de manière considérable. C'était sous Kabila, sous Matata. Oui, mais c'est cette discipline. En fait, j'arrive à c'est cette discipline qu'il faut justement. Parce que si les acteurs sont conscients, conséquents et disciplinés, on n'a pas besoin d'un gendarme derrière. Mais pour votre information, certains ne savent pas. Avant que l'on quitte la peinture à l'époque, le DGA du Fonds monétaire, David Lipton, était venu ici. Il a proposé au Premier ministre à l'époque que le fonds accompagne le pays avec $1 milliard d'appui à l'avance de paiement. La RDC n'a jamais eu un tel montant. Et plusieurs pays africains n'ont jamais eu ça, mais il l'a proposé. J'étais présent. Pour la RDC. Pour la RDC. C'est parce qu'ils ont vu que sans un programme formel avec le Fonds monétaire, le pays a pu réaliser des performances. Mais avant ça, on était en programme. Mais le programme, c'était pourquoi? Parce qu'il y avait des points de gouvernance. Au niveau du secteur minier, il y a eu des ventes des carrés miniers à des prix vils alors que le marché était à un autre niveau. Oui, ça c'est la mauvaise gouvernance. Les acteurs, mais comment est-ce que les gens se comportent? Le pays a besoin d'argent, on se plaint qu'il faut financer le développement, et quand on a l'occasion de vendre, on brade. C'est ça la conséquence de l'arrêt du programme d'autofort. Donc la solution par rapport à la situation économique aujourd'hui, oui, aujourd'hui, maintenant, il nous faut un programme. Aujourd'hui, il faut d'abord de la discipline au niveau des acteurs pour essayer un peu d'assainir. Mais regardez un peu, on a fini l'année 2020 avec un déficit de 500 millions de dollars. L'année d'avant, 300 millions. Mais cette année-ci qui vient s'achever, on a eu les appuis de la Banque africaine de développement, du Fonds monétaire. Imaginez si on n'avait pas eu ces appuis, le déficit serait à quelle hauteur? Mais quand vous regardez aussi le taux d'investissement de l'État, très faible. Mais à quoi a servi l'argent? C'est ça. En période de crise, il faut resserrer la ceinture. Je ne peux pas me comporter de la même manière aujourd'hui comme je me comportais il y a 3 ans passés. Et dans tous les pays du monde, on a remarqué qu'il y a eu une fonction de sacrifice. Mais est-ce que c'est le cas en RDC? Est-ce qu'on a revu à la baisse le train des défis de l'État? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais si on ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème de gouvernance. Nous disons, parce que la gouvernance s'adapte au contexte. Je mangeais 3 fois, je prenais ma bière. Mais aujourd'hui que la société est difficile et qu'il faut payer les études des enfants, mais je ne prends plus ma bière. C'est clair. C'est ça le sacrifice qu'on demande. Et alors, peut-être pour finir, oui. Donc la situation est difficile actuellement. Si on peut recourir aux partenaires extérieurs, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Mais pendant qu'on recourt à eux, mettons de l'ordre dans la gestion des finances publiques, la gestion monétaire, et faisons en sorte que notre économie reprenne. D'accord. Alors, il y a
une pensée populaire aujourd'hui, qui est d'ailleurs nourrie par les scientifiques, qui estime que les partenaires financiers, les occidentaux, formulent trop de conditionnalités qui ne permettent pas aux pays africains de pouvoir évoluer. Le meilleur partenaire aujourd'hui serait la Chine. Quel est votre regard par rapport à tel cher ami, courant d'idées? quand on négocie, c'est un échange, c'est un dialogue. Il faut savoir comment négocier et avec qui vous négociez. Excusez-moi, moi je suis économiste. Imaginez qu'aujourd'hui la RDC doit négocier sur des questions de droit, essentiellement de droit, qui n'ont rien à voir avec l'économie. Et dans la délégation, on m'envoie moi et vous, ainsi que Mike, alors que nous ne sommes pas du domaine. Quelle sera votre capacité de négociation par rapport à ces gens-là? C'est ça la difficulté des fois en RDC. On envoie les gens négocier au nom et pour le compte du pays. Mais ma question n'est pas là. Non, mais c'est vous dire quoi? C'est que la question. Sur le standard. Non, en fait, c'est vous dire quoi? C'est que non, il y a certains pays qui arrivent à négocier correctement parce qu'ils savent envoyer des bons interlocuteurs et négocier correctement. J'ai été, en 2014, j'ai travaillé pour une organisation internationale et on a accompagné le gouvernement tchadien. En 2014, le président Idriss Déby a tapé sur la table pour dire que si vous voulez que le fonds accompagne, ce n'est pas avec de 300 millions. Et l'enveloppe pas été multiplié par 1,5, je crois, à l'époque. Ou si pas 2. Pourquoi? Parce que le pays avait mis sur la table de négociation des gens qui étaient capables de réclamer au nom et pour le compte du pays. C'est ça, en fait, ce qu'il faut. Ça va? Les conditionnalités, oui, c'est vrai qu'il y a certaines conditionnalités des fois qui dérangent parce que nous avons aussi un mode de gouvernance qui pose problème. Parce que si on était dans une norme de gestion, peut-être que ça allait passer. Mais c'est notre réalité. Mais alors, envoyer des gens pour négocier. Oui, la Chine présente certains avantages aujourd'hui parce que la Chine est le plus grand bailleur aujourd'hui dans le monde. Même le gouvernement américain reçoit de la Chine. Donc, recourir à la Chine, ce n'est pas un mal. Mais il faut juste savoir comment vous faites ce recours-là. Nous avions eu les contrats ici, n'est-ce pas, les contrats chinois. Mais c'était mal négocié. J'ai écrit dans un article. Vous faites une sorte de troc, mais les termes ne sont pas très clairs. Et donc pour vous, le programme sino-congolais, il était mal négocié? Mal négocié, mais je l'ai dit dans un article à l'époque, j'ai publié un article, j'ai dit qu'il y avait des problèmes, les termes n'étaient pas très clairs. Et c'était plus l'avantage des Chinois que des Congolais. Et c'est un projet qui a été réalisé ici, avec des Chinois en tête. Mais ce n'était pas un programme financé par la Chine, c'était l'argent du Trésor, mais avec la main-d'œuvre chinoise. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées. Et aujourd'hui, si nous voulons recourir au capital chinois, nous devons le faire avec beaucoup d'intelligence pour défendre l'intérêt du pays. Sur la question de Chinois, moi je vais revenir sur un élément. Est-ce qu'aujourd'hui on s'est finalement rendu compte que l'un des problèmes dans la capacité de mobilisation, c'est qu'on parle d'une fiscalité très asphyxiante pour généralement les opérateurs économiques. Le paradoxe, c'est que quand vous allez dans les statistiques, on dit que la RDC a une pression fiscale en deçà de la moyenne africaine. On veut avoir l'intelligence d'Alexandre Chou aujourd'hui. C'est vrai que la mobilisation des recettes est un problème pour la RDC, mais est-ce qu'il y a lieu d'aller dans des réformes, s'il y a lieu de revoir la politique fiscale de la République démocratique du Congo, et si c'est le cas, quels sont les éléments négatifs que vous aimeriez extirper de cette politique? Oui, en fait, il y a un problème dans le secteur, effectivement, parce qu'il y a certaines choses, certaines taxes, certains impôts qu'on aurait pu éviter parce que faisant l'objet d'une double perception. Il y a des sujets qui posent problème. Il y a aussi de ces impôts qui ne sont pas efficients parce que ne rapportant pratiquement rien au pays, mais qui viennent gréver des fois l'efficacité du secteur privé. Et donc, on peut procéder à une sorte d'audit des différents impôts, regarder ce qu'il y a, ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas, ce qui pèse lourdement sur le secteur privé, et faire sauter les éléments négatifs pour permettre au secteur de souffler. Mais aussi, il faut jouer sur l'assiette. Il faut aussi augmenter le nombre de contribuables. Je me rappelle, nous avons pris l'initiative en 2015 de l'élaboration d'une sorte de répertoire des entreprises du Congo pour connaître les différentes entreprises qui œuvrent dans le pays et savoir quel serait plus ou moins le niveau potentiel des recettes attendues par les trésors publics. Mais ce travail n'a pas pu aboutir parce que jusque-là, il y a eu des tiraillements. La Banque mondiale s'est engagée à financer, mais le personnel est en cours jusqu'aujourd'hui. Vous imaginez 2015 l'initiative, aujourd'hui 2021. J'ai cru avoir entendu dire que vers la fin de l'année passée, l'INS a eu à faire un travail, une sorte d'atelier sur la question, mais c'est pas après 5 ans qu'on peut faire un tel travail. Or, si on l'avait fait, on aurait une base d'informations sur les contribuables et voir ce qu'ils doivent au trésor. Et on peut régler cette question-là. Ça va? Donc, il y a des choses qui doivent se faire, mais qui ne se font pas ou bien qui se font lentement. Et c'est un problème. Or, l'État a besoin des moyens de sa politique. Sans argent, on ne peut rien faire, quelle que soit la volonté. Mais là, ça demande des efforts importants. Si je vous comprends bien,
Est-ce que les exonérations qui sont en train d'être identifiées à travers aujourd'hui l'inspection générale des finances, est-ce que cette démarche, elle est de nature à encourager l'investissement étranger? Il y a certaines exonérations qui posent problème. D'abord au niveau national, ici, moi j'ai travaillé dans le secteur, j'ai vu certains acteurs économiques, opérateurs économiques, obtenir des exonérations dans ce pays sous le label ASBL, alors qu'ils sont en train de courir derrière le lucre. Ça, c'est un problème. Et donc, auditer... Ça, c'est de la triche. Oui, c'est la triche. Auditer ce fichier des exonérations est une chose importante pour pouvoir identifier ceux qui ne sont pas conformes à la loi et les extirper. Comme ça, ça fera que le Trésor puisse gagner plus d'argent. Il y a certains textes, certains codes qui accordent des avantages en termes de facilité fiscale. Et bien, ça aussi, c'est consacré par la loi. Mais alors, il faut savoir, quand vous accordez une facilité fiscale à une entreprise ou une catégorie d'entreprise, qu'est-ce que le pays gagne en contrepartie en termes de création de valeur ajoutée, en termes de création d'emplois? C'est ce qu'il faut faire. Mais quand vous... Il faut qu'il y ait une conséquence par rapport à une exonération. Mais oui, on fait une facilité parce qu'on veut gagner quelque chose. On ne donne pas pour le plaisir de donner. Mais si on donne sans gagner en contrepartie, c'est que le pays perd doublement. C'est ça le problème. Ça demande justement une certaine connaissance et aussi un certain courage pour pouvoir prendre des mesures courageuses aussi. Par exemple, sur la question de l'identification, on s'est posé la question, l'idée autrefois c'était de partir sur le modèle des guichets uniques. Ça, on l'a fait. Mais on a l'impression de revivre le même mot qu'avant l'existence de ces guichets uniques. Non, créer un guichet unique c'est une chose, mais faire fonctionner le guichet unique conformément au texte et aux standards en matière dans le monde, c'est ce qui pose problème. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons un certain problème d'acteurs. Dans ce cas, c'est du mimétisme qu'on a fait. Non, c'est un problème d'acteurs. Parce que ce qui a marché à l'Est, à l'Ouest, pourquoi pas chez nous? Non mais, cher ami, il y a certains pays africains, quand vous allez là-bas, c'est vrai que ce sont des pays sous-développés, mais quand vous regardez la situation où les avancées que ces pays réalisent, des fois, vous dites, mais où sommes-nous? Alors que potentiellement, on a plus que eux. Moi, je suis allé dans plusieurs pays africains ici, mais j'ai vécu pendant des semaines entières, et ben, j'ai pas connu des problèmes de dessert en eau. On sait que ce que nous on connaît ici. Quand vous êtes au Sénégal. Voilà, mais est-ce qu'ils ont le même potentiel que la RDC? Cette question nous introduit dans... Même le Gabon. Dans un enjeu qui est devenu africain aujourd'hui, c'est que l'ensemble de l'Afrique s'est mis dans la dynamique d'aller dans une idée d'un marché commun. On parle du plus grand marché commun au monde, les zones des libre-échange africains. Oui. Mais au regard de tout ce que nous venons de dire, quand on reconnaît que l'essentiel de l'assiette fiscale de la RDC repose sur ces barrières douanières, parce qu'en termes de productivité, on est fort. Est-ce qu'Alexandre Chou, aujourd'hui, en tant qu'autorité, serait favorable à permettre à la RDC de se lancer justement dans ces marchés communs? C'est avantageux pour la RDC? Est-ce avantageux pour la RDC, oui, dans la mesure où on n'a rien à revendre sur ces marchés, c'est le faut le dire? Bon, vous savez, on ne prend pas les mesures à la va-vite, mais on les prend avec intelligence et on se prépare aussi, parce que c'est en fait, c'est un enjeu. Ça va? Oui, en allant vers ce marché, les barrières douanières vont tomber. C'est qui suppose que les pays qui produisent verront les coûts de production diminuer et donc leurs produits seront plus compétitifs sur le marché. Mais par contre, il y a un coût d'opportunité, c'est que la baisse des barrières douanières va aussi baisser les recettes liées à la douane. Alors maintenant, faire un matching. C'est désavantageux pour la RDC alors? Justement, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce que nous perdons en termes de recettes douanières et qu'est-ce que nous gagnons comme gain en termes de politique au niveau de l'économie? Si la balance penche en faveur des recettes douanières, là, ce n'est pas intéressant pour le pays. Mais si c'est pour des gains de productivité, là, il faut le faire. Mais sinon, idéalement, il faut aller faire les gains de productivité. Parce qu'à terme, il faut que l'économie soit forte. Et quand nous vivons avec les voisins, on doit faire un effort pour vivre en harmonie avec les autres. Si ils le font et que nous ne le faisons pas, c'est une façon de s'isoler. Et l'isolement n'est pas une bonne chose dans la logique actuelle du fonctionnement du monde parce que nous allons vers la logique des grands ensembles. Ça va? Donc je pense que la RDC devrait adhérer, mais il faut se préparer conséquemment parce que quand vous faites tomber de manière brutale les recettes douanières du pays, quel est le palliatif? Quel est le complément? Parce que sinon, on verra l'espace fiscal de la RDC faire quoi? C'est rétrécir alors que les défis sont multiples. Est-ce qu'on aura la capacité de répondre à ça? On a l'impression que c'est plus un enjeu politique, le fait qu'on va prendre la tête de l'Union africaine, il ne faudra pas déranger les intérêts et la politique déjà mise en place, qui est devenue presque un idéal pour l'Afrique. Mais c'est vrai qu'en suivant votre réponse, on a l'impression que la RDC est défavorable. Mais la question, c'est qu'on est soumis également par une pression au niveau régional. La deuxième question, c'est que, Alexandre Chou, comment réussir ces marchés communs africains lorsqu'on sait que déjà l'Afrique a de centres économiques régionaux
multiples, on en compte 14 actuellement. Est-ce qu'on va y aller dans ces marchés quand même ensemble, tout en gardant également nos poches au niveau de sous-région, ou il faut unifier le jeu? C'est l'enjeu que les gens essayent. Effectivement, il faut unifier parce que si on veut créer un marché africain, c'est pour l'ensemble du continent. Mais il y a des CER, des comités économiques régionaux qui sont là. Ben, il faut aller progressivement, graduellement. Ce n'est pas en un jour qu'on réalise certaines choses. Ce n'est pas en un jour qu'on a construit la Tour Eiffel, n'est-ce pas? Mais il faut aller graduellement. L'idée est lancée. Maintenant, nous avons des comités économiques régionaux qui sont là. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Il faut mener ce débat-là au niveau des instances africaines. On discute, voilà, ça existe. On peut prendre des discussions pour les phases de transition. On quitte tel... Bien, on peut faire des regroupements. On en a 14. Bon, on pense à revenir par rapport à la position géographique, telle organisation, on élargit tel marché, ainsi de suite, et après on va faire l'intégration. Mais aller de manière graduelle, c'est ça l'intelligence, j'estime. Parce que là, on va éviter au pays de subir beaucoup de contre-coups ou contre-chocs. On a trop parlé d'économie, parlons aussi un peu politique, puisque c'est important, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Quel est votre regard aujourd'hui sur la plateforme Union Sacrée, où vous avez les anciens classiques qui appartenaient à le parti présidentiel, l'ancien parti présidentiel, le PPRD, avec leur plateforme FCC. Aujourd'hui, on les retrouve dans l'Union Sacrée. Comment voyez-vous cette Union Sacrée? Comment voyez-vous ce regroupement? Vous qui portez les changements. Bon, vous savez, le président actuel, le président Tshisekedi, est le fils d'un grand acteur politique. Physiquement, son père est mort, mais dans l'esprit, Étienne Tshisekedi n'est pas mort, parce qu'il a mené un grand combat dans ce pays. Et donc, le succès ou la réussite de Félix Tshisekedi donnera davantage du succès au nom de Tshisekedi. Et par contre, son échec fera très mal au combat que son père a livré pendant autant d'années, avec autant de sacrifices. Et donc, il est son intérêt de faire tout pour réussir. Et moi, je lui demanderai d'ouvrir les yeux. Parce que certaines personnes qui autrefois étaient avec Pourquoi Mobutu, vous voyez un danger venir? Certaines personnes qui étaient avec Mobutu autrefois, oui, qui ont géré, ont fait aussi des choses sans que Mobutu ne soit informé de ce qu'il faisait. Lorsque Mobutu a perdu le pouvoir, ces gens lui ont tenu le dos et l'ont critiqué sans égard. Mobutu parti, Kabila père arrive, il change de casquette. Kabila père décède, Joseph Kabila arrive, il continue la même chose. Et aujourd'hui, c'est lui qui arrive, ils font la même chose. Donc moi, je lui demandais d'être très regardant, parce que c'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui a le mandat du peuple. Et donc, il lui faut faire un effort pour donner le maire de lui-même. Donc, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas d'honnêteté dans... Il y a certains qui ont clamé tout haut que nous sommes avec lui aujourd'hui. Si on va changer, ils l'ont dit, nous avons suivi tous par la voie des ondes. Donc, il doit être prudent. Parce que c'est lui le président. Et c'est lui qui devra rendre compte en 2023 au peuple, voilà, vous m'avez accordé un mandat, et ainsi de suite. Et donc, j'attire vraiment son attention à ce sujet, qu'il fasse très attention à certaines personnes, parce qu'elles ont montré, de par leur façon de faire les choses, qu'elles ne sont pas constantes et sincères. Or, c'est une question de sincérité. Quand on parle de union sacrée de la nation, je pense que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui est en jeu. Alors, si c'est le cas, eh bien, on doit le prouver dans les actes. La parole ne suit pas. En fait, les promesses, les paroles caressent les oreilles, mais ne touchent pas le cœur. Ce sont les actes. On peut ne pas promettre à quelqu'un quelque chose, mais on pose un acte et qui touche son cœur, et c'est ce qui reste gravé. Et c'est ce que nous voulons, les actes qui restent gravés dans la mémoire congolaise. Nous avions eu un président, fils d'Étienne Tshisekedi, qui a mené le combat X, Y, et voici les résultats qu'il a donnés, et on applaudit. Ce qui fait qu'il restera aussi... Comment va-t-il y arriver de lors que les intelligences, les scientifiques comme vous, laissez la place aux prédateurs politiques? Est-ce qu'Alexandre Chaud se sent dans la disposition aujourd'hui de pouvoir rejoindre le combat de Félix Tshisekedi et travailler ensemble, apporter son expertise? Je suis congolais. Si aujourd'hui il m'est donné d'apporter mon intelligence, ma contribution intellectuelle au président de la République, je le ferai. Peut-être pas dans le cadre des partis politiques ou certains partis politiques parce que ça ne m'arrange peut-être pas, mais je dois beaucoup à ce pays. J'ai eu à faire plusieurs voyages à l'étranger avec l'argent de la RDC. Le pays m'a formé en quelque sorte. J'ai travaillé dans plusieurs ministères et à la primature à plusieurs reprises et dans des organisations internationales à cause du pays. Et je dois ça à ce pays. Donc si aujourd'hui il m'est donné de retourner au pays, ce que le pays m'a donné, je le ferai. Et dans la discipline avec tout le sérieux possible. Parce qu'il faut
être capable de faire quelque chose pour ce pays. C'est facile de critiquer, c'est facile de dénoncer ou de décrier, mais il faut aussi aller vers l'action. Et je suis de ceux qui peuvent apporter une réflexion. Et s'il faut mener une action, volontiers, je le ferai. Mais en faisant de mon mieux pour ne pas tomber dans la légèreté, dans la compromission ou dans tous les travers que nous connaissons. Dans la formation du prochain gouvernement, puisqu'il y aura un nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'il faut éviter? D'avoir un gouvernement à 60 personnes. Moi, pour ma part, en tout cas, j'estime que 35, c'est le maximum. Que le président aille à 35. Un seul Premier ministre, un ou deux vice-premiers ministres. Pas des ministres d'État. Pas des ministres délégués. On limite aussi le nombre de vice-ministres. Comme ça nous fait une économie budgétaire importante en termes de frais de fonctionnement des cabinets, de rémunération et de voyage à l'étranger. C'est déjà important. Ça permettra de financer certaines dépenses essentielles du pays. Et avec une équipe à taille réduite et réfléchie, on peut aussi bien définir les tâches des uns et des autres. Mais ce n'est pas suffisant. À cela, il faut adjoindre toute une méthodologie de travail. J'ai produit un document, je crois que vous l'avez partagé à l'époque, sur la gestion, accès aux résultats et la bonne gouvernance en RDC. C'est une bonne méthode de... Mais oui, mais nous avons le plan de développement. Du plan de développement, on tire le programme du gouvernement. Et le président de la République a sa matrice de gouvernance qui permet de suivre un peu la mise en œuvre du programme. Ici, tirer le sonnette d'alarme quand le gouvernement n'arrive pas à répondre aux attentes qui découlent de la vision. De ce programme du gouvernement, il y a des lettres de mission assignées aux membres du gouvernement. Chaque ministre sait que pendant cette période, on attend ça de moi. Et c'est sur base de cette mission qu'on va évaluer le ministre. Le ministre, apportant la lettre de mission, fait quoi? Établit aussi sa feuille de route. Et cette feuille de route, il décline un plan de travail budgétaire annuel. Avec ça, on a donc toute une chaîne qui permet de suivre comment est-ce que l'action doit être menée. Et on définit aussi les modalités de arrimage entre cette chaîne en termes d'action et les modalités de financement parce qu'il faut avoir un budget, il faut avoir un plan de budgétaire, un plan de trésorerie. Parce qu'il faut avoir une bonne politique, mais si on ne vous donne pas les moyens, quelle que soit la beauté et la pertinence de vos recommandations dans la politique, vous n'aurez pas de résultat. Il faudrait qu'il y ait un bon matching, il faudrait que le plan budgétaire puisse être élaboré en tant que des politiques, et il faudrait que la trésorerie suive également le plan de trésorerie. Donc, ce sont des outils de gestion classiques qu'il faut mettre en place et les suivre de près. Un bon suivi, une bonne évaluation et des sanctions. Forme les gens à se corriger. Imaginez un peu si on augmentait le niveau de redevabilité. Les gens auront peur d'être ministres dans ce pays. Parce que des fois, ici, on se dit, chasse le Gopamba, je vais là-bas. Je ne fais rien, mais parce que je suis en français, les gens peuvent critiquer mon action, je m'en fous. Pourvu qu'à la fin du mois, j'ai ma rémunération, mes avantages pour la fonction que j'occupe, c'est fini. Mais non, c'est pas ça. Mais si on doit mettre les gens devant leur responsabilité et que les gens rendent compte, les gens auront peur. C'est ce qu'il faut en RDC. Il faut que les gens aient peur de jouer avec la chose publique. Il faut qu'on transforme en fait notre façon de concevoir la gestion de la chose publique. Donc ce sont les choses qui dérangent. Il reste quelques secondes. Je crois que les quelques secondes, je préfère qu'on finisse de manière brève sur l'administration de province. On parle certes de la taille du gouvernement actuellement. Il ne faudra pas oublier que quand on parle du budget de l'État, cela prend en compte également la gestion de province. Oui. Aujourd'hui, dans sa configuration, est-ce que vous ne sentez pas que c'est également un poids, une contrainte pour le budget de l'État? Non, mais les assemblées provinciales qui généralement aujourd'hui, par un avis, produisent par un travail très fameux. C'est important de les avoir. Il faut les avoir. Mais un gouverneur de province, c'est un mini-chef d'État. Vous parlez contrôler. Puisque vous avez parlé de changement de mode de gouvernance économique, oui. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir également des changements de gouvernance politique? On crée d'autres chambres qui peuvent justement faire ce travail. Cher ami, depuis que l'homme a péché, son cœur est tourné vers le mal. Si les pays de l'Occident avancent, c'est parce que les lois ou les institutions sont plus fortes que les personnes. Et c'est ce qu'il nous faut. En d'autres termes, il faut qu'il y ait un contrepoids par rapport à la gestion. Par contre, on peut supprimer le Sénat. On garde que c'est la chambre. Le cas de la RDC, on supprime le Sénat, on garde que la chambre basse, compte tenu des contraintes, tout ça. Comme ça, ça nous permet de faire une économie budgétaire importante. Parce qu'on peut faire une étude, hein, vous avez compté ce que représente la rémunération moyenne d'un sénateur. Le sénateur, ça va, pendant tout un mandat, et les frais de fonctionnement qui vont avec ça. Et quand on arrive des congrès, c'est que ça coûte au pays, ça va, on peut comprendre ce que ça suppose. Mais au niveau provincial, il faut avoir un contrepoids. Les gouverneurs ainsi que les gouvernements provinciaux doivent être contrôlés. Il le faut. Mais il y a plusieurs réformes à faire. Parce qu'au niveau de certaines provinces, la loi sur les marchés publics n'est pas respectée. Il y a certaines procédures qui doivent être suivies, qui ne sont pas suivies. Ça, c'est la bonne gouvernance. Il faut l'imprimer jusqu'au niveau des provinces. Et il y a des provinces qui ont une forte capacité de contribution en termes de recettes, mais elles n'arrivent pas parce que justement la machine est mal organisée et mal structurée. Il faut aller à ce niveau-là aussi, il faut faire des réformes. La décentralisation est une bonne chose, mais il faut la faire avec beaucoup de courage et imprimer une dynamique de changement à tous les niveaux. Ça sera le mot de la fin. Voilà, merci Fleury, merci Alexandre Chouet, merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera
très prochainement pour un nouveau numéro de ce plateau spécial. Sinon, meilleurs vœux à vous et excellente suite de nos programmes.